En ce moment, tout le monde te dit que c'est ton seul gilet de sauvetage. On voit des hausses de 90%, de 200%, on te parle de l'effondrement du dollar, de la fin du système. Tu te sens peut-être en retard, ou pire, tu as peut-être peur. Mais si je te disais que pour un investisseur dans la vingtaine ou dans la trentaine, l'or c'est probablement le plus gros boulet attaché à ton pied. Si je te prouvais, chiffre en main, que parier sur le métal, c'est parier contre ta propre richesse, aujourd'hui, on casse le mythe. Je vais t'expliquer pourquoi je touche ni à l'or ni à l'argent, puis pourquoi tu devrais peut-être faire la même chose. Si tu suis un peu l'actualité financière sur les réseaux ou les nouvelles, tu as peut-être remarqué une grosse tendance. On est en 2026, l'incertitude, le stress y est partout, puis quand l'incertitude elle grimpe, il y a un instinct humain qui se réveille. Le besoin de posséder quelque chose de physique, de l'or, de l'argent, quelque chose qu'on peut toucher. C'est ce qu'on appelle une valeur refuge. Puis sur papier, les chiffres récents, ils sont spectaculaires. L'or, il a pris 90% sur certaines périodes. L'argent, il a fait des bonds de 265%. Forcément, quand tu vois ça, ton cerveau, il te dit « Wow, c'est là que l'argent, elle se fait ». Mais attention, il y a une différence fondamentale entre un prix qui monte puis une valeur qui se crée. Dans cette vidéo, on va aller au-delà de la surface. On va déconstruire l'attrait des métaux précieux en utilisant deux outils que les gourous de l'or, ils détestent. Les mathématiques et la psychologie. On va voir ensemble pourquoi ces hausses, c'est pas un signe de création de richesse, mais le signe d'une panique. On va parler d'actifs productifs, de coûts d'opportunité et surtout de pourquoi ton âge, c'est le facteur numéro 1 qui devrait t'éloigner de ces métaux. Pour comprendre pourquoi j'investis pas dans l'or, il faut comprendre qu'est-ce que c'est un actif productif. Imagine que tu achètes une part d'entreprise, on va dire Microsoft, ou une part d'un indice comme le S&P 500. Qu'est-ce que tu achètes réellement? Tu achètes une machine composée de milliers d'ingénieurs, de vendeurs, de cerveaux qui travaillent 24 heures sur 24 pour inventer des produits, réduire les coûts et conquérir des marchés. Cette machine, elle génère des profits. Puis ces profits ils reviennent vers toi, soit par des dividendes, soit par le rachat d'actions, soit par la croissance de l'entreprise. Ton argent, elle travaille pour toi. Même chose pour l'immobilier. Tu achètes un plex, le locataire, il te paye un loyer, ce loyer, il paye l'hypothèque, puis il te laisse un surplus. L'actif, il produit quelque chose, un service de logement. Maintenant, regarde ton lingot d'or. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il reste là, il produit pas de puces informatiques, il vend pas de logiciels, il loge personne, il embauche pas d'ingénieur. Un lingot d'or dans un coffre-fort aujourd'hui, il va rester le même lingot d'or dans 50 ans. Ça, c'est un actif non productif. Sa valeur, elle repose pas sur ce qu'il produit, mais uniquement sur la théorie du plus fou. La seule façon de faire de l'argent avec de l'or, c'est d'espérer que dans le futur, quelqu'un soit encore plus inquiet ou plus fou que toi pour te le racheter plus cher. Tu paries pas sur la croissance, tu paries sur la peur des autres. Warren Buffett, il a une image géniale pour ça. Il dit que si tu prenais tout l'or du monde, tu pourrais en faire un cube d'environ 21 mètres de côté. Tu pourrais t'asseoir dessus, le regarder, mais il fera rien. Pour la même valeur, tu pourrais acheter toutes les terres agricoles des États-Unis, tu pourrais acheter des centaines de compagnies qui fonctionnent, plus 1 trillion de dollars en cash. Le cube d'or, il va rien produire, versus des terres agricoles qui pourraient nourrir des millions de personnes, des entreprises qui vont te verser des milliards de dividendes. Le choix, il est mathématiquement évident. On répète souvent, oui, mais l'or, il protège contre l'inflation. Est-ce que c'est vrai? On va regarder les données. Si on regarde l'argent en métal, c'est encore plus flagrant. En 1980, l'argent a atteint un sommet historique. Est-ce que vous savez en combien de temps il a fallu pour que l'argent retrouve ce niveau de prix? 45 ans. Imagine. T'investis à 25 ans en pensant être intelligent, puis tu dois attendre d'en avoir 70 juste pour récupérer ta mise de départ en termes de pouvoir d'achat. C'est un désastre financier. Entre 2012 et 2023, l'or a rapporté environ 7% au total. Pas par année. Au total, en 11 ans. C'est environ 0,6% par an. Pendant ce temps-là, l'inflation était bien plus haute. Fait qu'en réalité, posséder de l'or pendant cette décennie était rendu plus pauvre chaque jour. Pendant la même période, le S&P 500 il a fait environ 12 à 15% par année en moyenne. Si tu avais mis 10 000 $ dans l'indice en 2012, tu aurais fait aujourd'hui beaucoup plus d'argent. Mais si tu l'avais mis dans l'or, tu aurais 10 700. Mais ça, c'est jusqu'en 2023. Fait que pourquoi on voit des hausses de 90% récemment? C'est le biais de récence. On regarde les 12 derniers mois, puis on oublie les 10 années de stagnation plate qui ont précédé. L'or, il n'a pas monté parce qu'il a créé de la valeur. Il monte parce que le dollar américain il perd de sa force et parce que les tensions géopolitiques poussent les banques centrales à acheter massivement. Mais une fois que la tension baisse, l'or il redescend ou stagne. Et cette stagnation, c'est le poison de ton portefeuille.
Le plus gros danger pour un jeune investisseur, c'est pas de voir son compte baisser de 10% pendant un mois. Le plus gros danger, c'est le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est ce que tu gagnes pas parce que ton argent est coincé ailleurs. Si tu as 25 ans, ton plus grand atout, c'est pas ton intelligence ou ton salaire, c'est le temps. L'intérêt composé, c'est une force exponentielle. Mais pour que l'intérêt composé fonctionne, il faut un moteur de croissance. L'or, il n'y a pas de moteur. Imagine 10 000 $ investis à 25 ans. Historiquement, l'or suit à peu près l'inflation sur le très long terme. On va dire 3%. À 60 ans, tes 10 000 $ sont devenus 28 000. Tu as préservé ton pouvoir d'achat. Si tu investis dans un indice boursier diversifié qui rapporte 10% par an, comme le S&P 500, à 60 ans, ton 10 000 $, il se transforme en 281 000 $. 253 000 $ de différence pour la même mise de départ. Ça, c'est le coût d'opportunité. En choisissant la sécurité, tu as littéralement jeté 250 000 $ aux poubelles. Tu as échangé une chance de devenir riche contre la certitude de rester au même point. L'or, elle te permet pas de faire de l'argent. Elle fait juste sécuriser qu'est-ce que tu as en ce moment. Mais le problème, c'est que quand tu es jeune, t'as pas nécessairement genre 1 million ou 2 millions cash. T'as pas besoin de confirmer cet argent-là. Tu veux prendre les petits montants que tu as pour en faire des gros. Puis pourquoi est-ce que malgré ces chiffres, il y a tant de gens qui achètent de l'or? C'est purement psychologique. L'or, c'est le placement préféré de ceux qui pensent que la fin du monde est pour demain. Fait qu'on nous vend la peur. Le dollar, il va valoir zéro, le système va s'effondrer, faut acheter de l'or pour survivre. C'est un bon marketing parce qu'il touche à la peur de perdre ce qu'on a. Mais pose-toi la question, si le système financier mondial il s'effondre au point où le dollar il vaut plus rien, puis que les banques elles sont fermées pour toujours, est-ce que le petit lingot d'or il va vraiment t'aider? Est-ce que tu vas aller dans l'épicerie puis couper un morceau de métal pour acheter du pain? Non. Dans un scénario d'apocalypse, c'est tes compétences, ça va être l'eau, la nourriture puis l'énergie qui comptent, pas ton petit morceau d'or. L'or, c'est une réaction émotionnelle. On achète de l'or parce qu'on a peur de la volatilité de la bourse. On voit le marché baisser de 5% puis on panique. Fait qu'on se réfugie dans l'or parce que ça semble solide. Mais la volatilité, c'est le prix à payer pour la performance. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de gain. Les banques centrales, elles achètent de l'or pour des raisons politiques et des réserves de change. Elles ne cherchent pas à faire un profit, comme toi. Elles cherchent à stabiliser des monnaies nationales. Toi, t'es pas une banque centrale. T'es une seule personne qui essaye d'atteindre la liberté financière. Vos objectifs sont complètement opposés. Est-ce que je déteste l'or? Non, je déteste l'or pour les personnes qui sont jeunes et qui veulent créer du rendement. Il faut faire une distinction claire entre la croissance du patrimoine et la préservation du patrimoine. Si tu as 20 ou 30 ans, tu es en mode offensive. Tu as besoin de moteurs de croissance. Tu as besoin d'actifs qui se multiplient. Mettre 20% de ton portefeuille en or, c'est comme mettre le frein à main de ta voiture pendant que tu essayes de monter une côte. Ça n'a aucun sens. L'avantage, c'est que tu as le temps de passer à travers les cycles boursiers. La volatilité, elle ne devrait pas te déranger parce que tu ne vends pas avant 20 ans. Mais par contre, si tu as 65 ans et que tu prends ta retraite demain, là, c'est différent. C'est là que tu es en mode défense. Si tu as déjà 1 million ou 2 millions, tu ne peux pas te permettre une chute de 40% de la bourse demain. Dans ce cas-là, avoir 5 ou 10% ou plus d'or comme assurance ou stabilisateur de portefeuille, ça c'est une stratégie de gestion de risque tout à fait valable. Le problème, c'est que beaucoup de jeunes investisseurs adoptent des stratégies de retraités parce qu'ils ont peur. Ils jouent défense avant même d'avoir marqué leur premier but. C'est pour ça que je le dis, au Québec, il y a des outils incroyables comme le CELI, le REER, puis nouvellement, depuis quelques années, le CELIAP. Si tu remplis ces comptes avec des actifs productifs, comme des ETF d'actions mondiales ou américaines, tu profites de la croissance mondiale et de l'avantage fiscal. L'or physique, lui, il ne donne aucun avantage fiscal, il est lourd à stocker, puis il y a des frais d'achat et à la revente. Et en plus, il ne produit pas de richesse. Donc pour résumer, l'or et l'argent, c'est pas des mauvais actifs dans l'absolu, mais c'est des actifs inefficaces pour bâtir une fortune. 1. Ils produisent rien. Tu paries sur la peur, pas sur le génie humain. 2. L'histoire est contre eux. Ils stagnent souvent pendant des décennies. 3. Le coût d'opportunité il est massif. Tu sacrifies l'intérêt composé qui pourrait te rendre millionnaire. Et 4. C'est une stratégie de défense. Puis t'es encore au début du match. Mon conseil, c'est ignore le bruit. Ignore les titres alarmistes qui disent que tout va s'effondrer. Depuis que la bourse existe, il y a toujours eu des gens pour dire que la fin était proche. Puis pourtant, sur 100 ans, les entreprises n'ont jamais cessé d'innover puis de créer de la valeur. Investis dans ce qui crée de la valeur. Investis dans l'intelligence humaine, dans la technologie, dans des ressources productives. Laisse l'or aux banques centrales puis aux gens qui ont déjà tout et qui ont peur de tout perdre. Toi, ta job, c'est de construire quelque chose. Si cette analyse t'a aidé à voir plus clair, n'oublie pas de liker,
t'abonner, partager, commenter. C'est ça qui va aider la chaîne à rejoindre le plus de monde au Québec qui veulent prendre leurs finances en main. Dans des prochaines vidéos, on va décortiquer les meilleures stratégies pour la liberté financière. On se revoit dans la prochaine.